Bonjour à tous, cette vidéo fait partie d'une série pour vous faire découvrir le métier de serrurier ou vous aider à le devenir. Je vous parle d'un domaine de la serrurerie qui moi me passionne car j'en ai fait une spécialité et on me pose souvent des questions dessus. Je parle bien sûr des ouvertures judiciaires et il n'y a pas vraiment de surprise avec le titre de la vidéo. Alors que sont les ouvertures judiciaires ou plus exactement l'assistance judiciaire? Ça consiste à ouvrir et parfois refermer des accès à des lieux dans le cadre de décisions de justice ou à la demande de personnes à son service. Voici une liste de nos principaux donneurs d'ordre, l'huissier et commissaire-priseur regroupés maintenant sous la dénomination commissaire de justice, ainsi que les notaires, des tutelles ou curatelles, et dans le cadre d'enquête ou de flagrant délit, police, gendarmerie, douane, ainsi que les juges et procureurs qui diligentent ces actions sur le terrain. On est d'accord qu'en temps normal, on a le droit d'ouvrir des portes uniquement pour des clients qui nous prouvent qu'ils ont bien les droits sur les locaux. D'ailleurs, on est souvent sollicité pour des demandes un peu douteuses qu'il convient de détecter pour les refuser, ou au pire de se couvrir avec un contrat d'ouverture de porte fait en 2 exemplaires sur la supervision de 2 témoins. Procédure qui n'existe pas dans le droit français, mais pour laquelle j'ai trouvé une jurisprudence qui devrait convaincre tout juge normalement constitué. Seul un jugement ou une réquisition peut vous permettre de vous affranchir de cette règle. D'ailleurs, même les professionnels habilités et assermentés doivent pouvoir vous présenter des documents prouvant leur demande. J'ai envie de commencer par les qualités qu'il faut avoir pour se spécialiser dans le judiciaire, car au moins, si vous ne les avez pas, vous gagnerez du temps en n'allant pas au bout de la vidéo. D'ailleurs, je vous donne énormément de conseils gracieusement, alors la seule chose que je vous demande en retour, c'est un petit like, un petit abonnement, soyez sympa. C'est bon? C'est fait? Allez, on continue. Il faut donc avoir du sang-froid, et je mets ça tout en haut de la liste, car certaines situations peuvent mettre vos nerfs à rude épreuve. De la discrétion, car tout ce que vous ferez est couvert par le secret professionnel, le secret d'instruction, et tout simplement le respect des personnes. De l'opiniâtreté, c'est comme de la patience, mais plus. Des gens comptent sur nous, et il faut assurer quoi qu'il arrive. Du coup aussi de la technique, mieux on connaît les serrures, moins elles nous résistent. Et pour finir, beaucoup de recul sur la vie et notre société, car on voit parfois du bon, mais plus souvent le pire. Je ne parle pas d'être blindé, certaines situations émeuvent, mais de savoir relativiser, car on ne fait qu'intervenir ponctuellement dans la vie des gens, et on n'est pas responsable de tout ce qui s'est passé avant et de tout ce qui adviendra ensuite. Alors au moment de faire ce qu'on nous demande, il faut le faire avec dignité, humanité et sans jugement. C'est bon, vous vous êtes reconnu et vous avez une âme de boy scout prêt à rendre service et de collaborer avec le bon côté de la force. Alors continuons sur ce qu'on vous demandera généralement. Les huissiers, ils sont les yeux et la main de la justice sur le terrain. Ils interviennent pour faire appliquer des jugements et pour tout litige ou préjudice, généralement financier, entre particuliers ou entreprises. Pour la partie qui nous concerne, on travaille la plupart du temps pour des problèmes locatifs, soit pour vérifier que des logements ont bien été abandonnés, soit pour procéder à des expulsions. Il y a beaucoup de croyances autour de cette procédure. Le huissier est avant tout un diplomate et les nombreux litiges en locatif qu'il ouvre chaque semaine débouchent au final sur une pincée d'expulsion. Et à l'arrivée, très peu de celles-ci débouchent réellement sur le fait de vraiment mettre des gens dehors, car en 2 ans de procédure, des solutions amiables sont généralement trouvées où les gens déménagent juste avant notre visite. Il intervient aussi dans le cadre de saisie de biens, de véhicules ou de maisons, mais aussi dans des cas plus rares mais très intéressants de constats de nuisance, de concurrence déloyale ou de contrefaçon. Les missions sont très diverses et pour défendre ce métier souvent mal vu, il faut se mettre dans la peau du créancier qui ne reçoit plus de loyer depuis des années ou qui s'est fait escroquer plusieurs milliers d'euros. On peut bâtir une relation de confiance de très longue durée avec les huissiers, et même maintenant plus souvent les huissières puisqu'elles sont en passe de devenir majoritaires dans la profession. Pour plaire aux huissiers, l'idéal est de se débrouiller en ouverture fine car beaucoup de procédures nécessitent de faire un constat dans des locaux. Alors, si on peut ouvrir et refermer sans dégâts et surtout sans générer de nouvelles clés qu'il faudra rendre à on ne sait pas qui ou à quelqu'un bien vénère ensuite, c'est le top pour eux. De la même façon, il faut avoir suffisamment de stock et d'inventivité pour avoir toujours des solutions de refermeture. Il n'est pas question de le planter 1 heure le temps d'aller acheter un verrou. Il faut également être disponible et mobile. Vous n'allez pas lui dire OK quand la mission est à 5 km de chez vous et non lorsqu'il faut aller à l'autre bout du département. L'avantage si cette association fonctionne, c'est qu'ils prendront leur rendez-vous en fonction de votre emploi du temps et que ça vous assurera un planning toujours bien rempli. Et pour finir, l'huissier est un très bon payeur. Pour une fois, les cordonniers sont bien chaussés. Les notaires. Ils font moins souvent appel à nous, mais comme ils gèrent des successions, il n'est pas rare que les clés aient été perdues ou qu'ils vous demandent de bien fermer un lieu ou de le sécuriser pour éviter les dégradations. On intervient parfois, tout comme avec les commissaires-priseurs, dans des affaires très longues et complexes de gros héritages qui peuvent s'étirer sur des années. De ce fait, on ouvre et on visite parfois des lieux d'exception fermés depuis si longtemps qu'on a l'impression de faire de l'urbex. Ceci légalement. En plus, les notaires sont de plus en plus souvent agents immobiliers gestionnaires d'un parc locatif, alors une fois qu'ils vous connaissent, ils peuvent ainsi vous procurer du travail plus classique.
Les tutelles et curatelles, ce sont des mandataires judiciaires qui prennent des décisions et gèrent les finances de personnes qui ne peuvent plus le faire elles-mêmes. Ils peuvent vous demander des interventions, mais aussi c'est parfois les personnes protégées qui vous appellent directement. Personnellement, je me suis fait une spécialité de ces interventions que les artisans peu scrupuleux refusent. C'est l'occasion de rendre service à des gens handicapés ou accidentés de la vie que beaucoup préfèrent ignorer. Je fais toujours un tarif préférentiel et des facilités de paiement, et une fidélité s'est installée avec les organismes de mon secteur. Ce n'est pas avec ça que je gagne vraiment ma vie, mais l'essentiel n'est pas là. Par contre, si c'est le majeur protégé qui vous appelle directement, vous n'êtes pas censé partir de chez lui avec le règlement. À la fin de l'inter, vous lui demandez le nom de son mandataire et de son organisme, et c'est à eux que vous enverrez la facture à un RIB. C'est souvent l'occasion de vous distinguer, et vos coordonnées peuvent très vite circuler dans ce milieu, et vous assurer ensuite pas mal d'interventions. Les forces de l'ordre. À la demande d'un juge, d'un procureur ou d'un officier de police judiciaire, vous pouvez être réquisitionné pour les assister dans leur mission. En théorie, ils peuvent réquisitionner n'importe quel artisan qui ne peut refuser sous peine de poursuite. Dans les faits, ils appellent en priorité des personnes avec qui ils ont déjà travaillé et avec qui ça s'est bien passé. Mais que vient faire un serrurier sur les lieux d'un flagrant délit, d'une interpellation ou d'une perquisition? On imagine qu'aucune porte ne résiste au bélier, qu'il est utilisé systématiquement et que les gens vont se débrouiller ensuite avec leur porte fracassée. Sachez qu'une porte ainsi forcée sera remboursée par le contribuable, et d'autant plus si l'erreur sur la porte, et dans l'action ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. En plus, il faut parfois que cette porte puisse être refermée rapidement car les lieux doivent être mis sous scellé. C'est pourquoi, lorsque le risque est limité, lorsque la cible est secondaire ou jugée peu dangereuse, les responsables des opérations vont mettre un serrurier dans la boucle afin qu'il ouvre de façon souvent semi-destructive, en préservant l'essentiel de la menuiserie qui pourrait être refermée convenablement aussitôt. Si on aime ça, le kiff, c'est l'ouverture à 6 h du mat avec un gilet pare-balles sur le dos pour ouvrir très rapidement une porte et permettre une interpellation surprise. Parfois, on est là en renfort, cette mission est effectuée par une équipe d'intervention et vous n'êtes là que pour permettre la refermeture de la porte qui peut alors se trouver dans divers états. De temps en temps, la porte était ouverte, ou les données ont changé et vous n'avez finalement rien à faire. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est pour ça qu'on parle plus d'assistance judiciaire que d'ouverture. Il arrive aussi souvent qu'on soit appelé à d'autres heures du jour pour perquisitionner des lieux en présence des personnes interpellées ou de témoins. C'est un petit peu moins chaud, mais il ne faut pas traîner non plus car les durées de garde à vue sont limitées et le temps est précieux. Plus rarement, on peut aussi collaborer à des missions de renseignement, mais là-dessus, je serai encore moins bavard. Il y a, je trouve, un côté gratifiant à être du bon côté de la justice. On se retrouve dans des situations de ouf qu'on ne voit habituellement que dans le reportage de 90 minutes d'enquête d'action en zone interdite, présenté par Tatiana Moulin à Bourg-la-Reine. Pour limiter au maximum les dangers inhérents à cette pratique, je vous conseille de participer si possible au briefing avant la mission. On se lève un petit peu plus tôt, mais ça permet plusieurs choses. On prend connaissance de certains renseignements utiles, on connaît sa place dans la colonne de véhicule, puis dans la colonne d'intervention, on chope les bons interlocuteurs. Celui qui dirige l'opération et ceux au contact de qui on va travailler. On les prend à part pour décider de ce qu'on fera devant la porte en fonction des quelques cas de figure qui peuvent se produire. Ce type d'opération est de plus en plus souvent mené par des unités spécialisées qui essayent de ne laisser aucune place au hasard. Ce n'est pas toujours de gaieté de cœur qu'elles acceptent un serrurier, car celui-ci est parfois imposé par la hiérarchie. Alors quand elles rencontrent un pro capable en quelques minutes de s'intégrer au dispo, de manière rationnelle et efficace, il y a toutes les chances que ça se passe bien. Ce type d'ouverture requiert une préparation minutieuse. Il y a deux contraintes principales. La première, c'est d'approcher discrètement la porte que vous devrez ouvrir. Du coup, habillez-vous en foncé, préparez minutieusement votre matériel pour qu'il soit à portée de main et ne fasse pas de bruit. Vous pouvez par exemple mettre du scotch sur certains de vos outils afin de pouvoir les poser sans bruit sur du carrelage. Et prenez une frontale dont vous atténuez la lumière au minimum et que vous n'allumez qu'au dernier moment. Une fois devant la porte, laissez les spécialistes faire un test poignet. Car c'est étonnant, mais il n'est pas rare que la porte soit en fait déjà ouverte. Et si le test échoue, on vous fait signe de remonter la colonne. À ce moment-là, mettez un bout de scotch sur le judas si vous y pensez, posez délicatement tous les outils dont vous allez avoir besoin par terre à côté de la porte, puis respirez un grand coup. La deuxième contrainte, c'est la rapidité. Une fois qu'on a attaqué et qu'on a fait du bruit, il faut terminer le plus vite possible. D'où l'utilité des outils posés au sol, prêts à servir. Si une ouverture dépasse 30 secondes, on va vous arracher. Et je rigole pas, il y a une poignée sur la nuque des gilets pare-balles qui est faite exprès pour ça. Ils vont vous arracher et ils vont finir la porte au bélier. Il ne faut pas s'en offusquer, ça arrive parfois. C'est pour ça qu'il faut performer sur des techniques qu'on n'utiliserait pas forcément au quotidien chez nos clients. Je ne vais pas rentrer dans des détails techniques. Il y a par exemple la section pro du forum Patient Serreur pour ça. On s'y inscrit en prouvant qu'on est serrurier ou force de l'ordre et on peut librement discuter ensuite.
Si vous avez réussi votre approche et votre ouverture, ce n'est pas fini. Vous allez devoir gicler fissa du cadre de la porte car une équipe de football américain lancée à 100 à l'heure risque de vous passer sur le corps pour investir des lieux. C'est aussi le moment de se mettre en sécurité. Plaqué contre un mur de béton ou remonter d'un étage, vous serez à l'abri d'une balle perdue. Il n'y a que lorsque vous entendez que tout est OK, RAS, clair, dans le logement, que vous pourrez vous relâcher, vous et vos sphincters. Ensuite, vous allez pouvoir refermer et vous rendre disponible pour d'autres ouvertures. Dans une même opération, il peut y avoir plusieurs objectifs, plusieurs ouvertures de portes, de coffres-forts ou de véhicules et des refermetures. Il n'est pas rare d'être mobilisé une matinée complète. Ensuite, rapprochez-vous du DE, le directeur d'enquête qui est votre référent, celui que vous avez identifié au briefing, et si ce n'a pas été fait avant, donnez-lui toutes les infos qui permettront d'établir la réquisition et l'attestation de mission, document indispensable à joindre avec votre facture pour vous faire payer grâce au formidable, mais parfois redouté site Chorus Pro. Puis patientez entre 15 jours et de très longs mois pour voir cette somme créditée sur votre compte. J'ai des quantités d'histoires que je pourrais raconter sur ces ouvertures, mais pour des raisons évidentes, soit je ne peux pas en parler, soit je ne le ferai pas ici. Sachez quand même qu'il faut être un petit peu blindé, car un coup on intervient sur un trafic de stupes et une autre fois sur un drame familial avec des petits anges partis trop tôt. La vie c'est comme une boîte de chocolat périmé, on ne sait jamais lequel est encore comestible ou carrément daubé. Comme je le disais au départ, ces missions ne sont pas sans risque. On a beau contrôler un max de paramètres avant l'ouverture, celle-ci ne se passe pas toujours comme prévu car la porte a pu être sabotée, condamnée ou quelqu'un peut retenir la clé derrière pendant que vous essayez de déverrouiller. Et une fois ouverte, allez savoir ce qu'il y a derrière. Soyez prêts à y trouver des personnes terrorisées, dépressives, voire décédées, mais éventuellement aussi une personne armée, menaçante ou qui vous insulte vous, votre maman et tous vos morts. La calotte d'eau c'est mort, Jesus. La cervelle de leur mort. Dis-leur ce qu'il a. Dis-leur ce qu'il a à dire. Le ressort de leur mort. Le sang de leur mort est mangeant. Ainsi que divers témoins de la scène qui n'ont rien suivi mais font la même chose en vous filmant pour vous afficher dans tout le quartier pendant que votre voiture se fait caillasser au pied de l'immeuble. À ce moment-là, restez stoïque et ne regardez personne dans les yeux. Vous n'êtes là que pour assister la justice, pas pour la faire, et vous ne devez pas interférer dans la scène, sauf qu'il y a des forces majeures. Et puisqu'on parle de risque, j'en ai discuté avec des assureurs, et aucun ne su me dire s'il existait des garanties spécifiques pour ce genre d'assistance. Alors vous devrez faire sans. Tout ça pour dire qu'il n'y a aucun cadre, puisque notre métier n'existait pas. Regardez la vidéo au-dessus là, vous comprendrez pourquoi. Car si cette spécialité existait, la justice et les forces de l'ordre seraient forcément intéressées de pouvoir puiser dans un réservoir d'artisans patentés et formés à ces pratiques, plutôt que de taper serrurier sur Google et de cocher la case autre dans la liste des personnes qu'elles peuvent requérir. Ben enfin. Voilà, ce n'est certainement pas l'activité la plus rentable dans le domaine de la serrurerie, mais sans doute une des plus riches sur le plan humain. Et si vous aimez les décharges, qu'elles soient d'adrénaline ou publiques. Si ça vous a plu, partagez, regardez les autres vidéos de la série de la chaîne. À bientôt!